Bonsoir à tous, donc je suis Thierry Adjemian, ça fait à peu près, 15 ans que je travaille, dans les environnements Oracle, les bases de données et donc j'ai 2 certifications sur SQL et PLSQL, donc j'ai pas mal d'expérience sur le sujet et donc je souhaitais vous faire une petite introduction à PLSQL. Il y a pas mal de choses à dire, donc je vais essayer d'aborder, pas mal de sujets, sur PLSQL. Donc d'abord, ça va être, une présentation générale où je décrirai, 2 grands principes à propos de ce langage. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et pourquoi, en fait, pourquoi c'est bien d'utiliser PLSQL? Donc déjà, PLSQL, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, si on prend l'acronyme PLSQL, donc PLSQL, c'est pour Procedural Language, Structured Query Language. Donc Structured Query Language, c'est SQL, c'est le langage qu'on utilise pour interroger la base de données. Je pense que certains d'entre vous doivent le connaître. Et après, donc Procedural Language, c'est pour parler d'un langage de programmation procédural. Donc un langage procédural, plus ou moins, c'est une suite d'instructions qu'on donne. Euh, à à l'opposé, il y a un langage orienté objet, par exemple. Alors, il a été créé en 91 par Oracle. Il est disponible depuis la version 7 de Oracle, donc ça commence à dater un petit peu. Hop, petit ralentissement. Et donc il est également disponible sur DB2 d'IBM, donc c'est pas purement Oracle. Et la dernière version de PLSQL, donc c'est la 19.2.1, ce qui correspond plus ou moins à la dernière version de la base de données qui est commercialisée. Et donc, quelle est la cible de PLSQL? C'est principalement un public de développeurs, vu que c'est un langage de programmation. Donc, quels sont les principes généraux de PLSQL? Déjà, PLSQL embarque SQL. Ça peut paraître logique, mais ça embarque pas tout SQL. Il y a quelques exceptions. Donc, je vous parlais d'un langage procédural auparavant, mais depuis la version 8, on peut aussi créer des objets, faire de la programmation orientée objet via PLSQL. On peut également coder dans d'autres langages, c'est-à-dire incorporer du code JavaScript et Java dans PLSQL. Et il y a même des différentes façons de compiler. Donc on peut soit garder l'interprétation des commandes des différentes lignes de code, des différentes lignes de code de PLSQL, mais on peut également compiler en code machine. Chacune des deux solutions a son avantage. Alors le langage en lui-même, bah, il reprend justement les principaux éléments des langages de programmation comme les conditions, les boucles. Euh, il intègre la plupart, je dis bien la plupart des commandes de SQL. Par exemple, si vous voulez créer une table dans du code PLSQL, ça ne marchera pas. Il faut passer par des petites bifurcations, on va dire, faut bifurquer un petit peu pour pouvoir le faire. Et on peut faire aussi de la programmation un peu plus dynamique, c'est-à-dire quelque chose qui ne sera connu qu'au moment de l'exécution. Donc si on regarde de plus près, déjà PLSQL, c'est un langage déclaratif. C'est pas comme ces langages comme C# par exemple, où on peut déclarer des variables à plus ou moins n'importe où dans le code. C'est-à-dire il faut déclarer toutes ces variables au préalable. PLSQL, c'est un langage qui fonctionne par bloc. Faut bien se visualiser ça. Faut imaginer des boîtes à chaque fois et des boîtes qui peuvent aussi contenir des sous-boîtes. Donc chaque bloc est donc composé d'un bloc declare. Donc ça, c'est pour reprendre ce que je disais plus haut. Il faut déclarer ces variables, les constantes, les curseurs, les types, etc. Ensuite, alors la section déclare est facultative, hein. Si on n'a pas de variable à déclarer, on n'a pas besoin de le mettre. Donc là, la section begin, c'est là où on va indiquer toutes les instructions qu'on veut exécuter. C'est évidemment, elle est obligatoire. La section exception, qui est facultative, c'est là où on va faire toute la gestion des erreurs. Si on ne veut pas en faire, bah, on ne le fait pas, donc c'est facultatif. Et donc end pour mettre fin au bloc courant. Donc si on met des sous-blocs, on aura plusieurs end. Un petit exemple avec un hello world. Donc je déclare une variable de varchar2 40 qui est très semblable
ce qu'on rencontre au niveau de la base de données, hein, c'est les mêmes types. Donc ensuite, j'affecte la chaîne hello world à ma variable et derrière je l'affiche avec dbms output.putline, donc ma var, et donc on affiche bien hello world. Alors le slash que vous voyez ici, c'est quelque chose qui est assez important, c'est sujet à pas mal d'oublis et d'erreurs euh, lors de déploiement. Si on ne met pas ça, ce petit slash, le bloc plus haut ne sera pas exécuté, tout simplement. Et donc le bloc principal, le bloc le bloc le plus élevé, on va dire, le- il doit comporter ce slash pour que ça puisse être exécuté. Alors après, il y a des outils comme SQL Developer, le slash, vous pouvez vous en passer, mais sur SQL+, vous allez en avoir besoin. Alors, chaque bloc donc peut contenir des sous-blocs. Et donc, un bloc peut être soit anonyme. Donc, quand je parle d'un bloc anonyme, c'est un bloc qui, vous voyez un begin end. Euh, il va être compilé, exécuté, mais derrière, ce sera totalement oublié. La base de données n'a plus connaissance derrière de ce qui vient d'être exécuté. Donc, si vous allez le réexécuter, il va être recompilé, réexécuté. Et donc, il y a les blocs nommés et qui ont leur nom. Et ceux-là, ce sont les programmes, donc, que je détaillerai plus tard. Donc, au niveau variable, les blocs et sous-blocs, l'impact que ça a, c'est que chaque variable, elle, est, elle a pour porter le bloc courant, mais également tous les sous-blocs, mais pas les blocs extérieurs. Et donc, ce qui fait qu'on peut réutiliser les noms de variables. Vous pouvez utiliser le même nom de variable dans un bloc, mais aussi dans un bloc qui est à l'intérieur. On peut ce qu'on appelle plus ou moins redéfinir. Donc là, par exemple, un nouvel exemple. Donc j'ai ma variable qui contient hello world et qui est de type varchar2. Donc derrière, je crée un autre bloc, un autre sous-bloc qui s'appelle, qui n'a pas de nom d'ailleurs, mais derrière, j'ai ma variable qui s'appelle exactement pareil que le bloc extérieur, mais cette fois-ci, c'est un entier. Et il est égal à 1. Donc si j'affiche derrière la valeur de ma var dans le bloc interne, puis dans le bloc, dans le premier bloc, bah, si j'affiche ma var, donc qu'est-ce qu'on va obtenir? Si on, si on regarde un petit peu, normalement, ça devrait être 1, puisque on affiche le mavar qui est à l'intérieur, puis hello world, ce qui est le cas. Alors, côté typage, parce que oui, il y a du typage, donc comme vous avez pu le voir sur PLSQL, mais après, il y a des différentes catégories de variables. Donc, il y a les variables scalaires, dites scalaires. C'est des valeurs variables qui n'ont pas de composants internes et qui ont une seule valeur, une et une seule valeur. Et après, il y a les types. Donc, les types numériques, number, PLS integer, les alphanumériques, varchar2, char, nvarchar, etc. Des variables logiques, donc booléennes, qui n'existent pas actuellement sur SQL, mais ça va arriver avec Oracle 23, donc qu'on puisse avoir des colonnes de type booléen. On a des types temporels, date, timestamp, et également les large objects, bilob, les objets binaires, les silobes, donc les large objects, c'est des objets qui peuvent faire jusqu'à 4 gigaoctets. On a les types composites. Alors cette fois, c'est des variables qui sont composées de sous-éléments, qui peuvent être eux-mêmes soit scalaires, c'est-à-dire ceux que j'ai indiqués plus haut, ou eux-mêmes composites. Par exemple, là, si je crée un humain, un type humain, donc il a un âge, un nom, un prénom, voilà, voici, c'est comme un objet et c'est sa attribut, on va dire ça comme ça. Mais derrière, si j'avais par exemple un type salarié, j'aurais pu mettre à l'intérieur qu'il a un attribut humain, tout simplement. Dans les types composites, on a également les collections, ce qui peut correspondre à des listes chaînées, des tableaux dans d'autres langages. Et on peut même dire des dictionnaires. Et on a comme type de variable également des références, les 6 ref cursors qui font référence à des ensembles de données qu'on peut ouvrir, qu'on peut parcourir. Alors, il y a plusieurs façons d'attribuer des valeurs à une variable. Il y a l'opérateur
2 points égales. Vous avez peut-être pu le voir, dans le code tout à l'heure, mais pour attribuer la valeur à une variable, j'utilisais 2 points égales. C'est pas une erreur, mais c'est bien, faut bien utiliser cet opérateur parce que le égal tout seul, il est utilisé pour faire des tests logiques. Alors, là où c'est déjà un peu plus intéressant, c'est, qu'on peut également attribuer à une variable la valeur comme valeur le résultat d'une requête et pour cela on utilise select into. Si vous utilisez ça au niveau SQL, si vous lancez ça, hem, heu, comme requête, ça vous renvoie une erreur parce que into il connaît pas, mais PLSQL lui il connaît. Donc là, par exemple, dans la variable vname, je vais pouvoir renvoyer, le résultat de cette requête. Mais attention, il faut prendre quelques précautions. C'est que si vname n'est pas une collection, un tableau donc, il faut que le résultat renvoie une et une seule valeur. Parce que si ça renvoie 0, on va avoir une erreur. Si ça en renvoie plus d'une, on va également avoir une erreur. Et il faut une et une seule valeur. Après, pour les collections, il est possible d'attribuer, par exemple, si cette requête, si on veut tous les noms des employés, il est possible de mettre into une collection. Et là, on va pouvoir tous les avoir et parcourir la collection. Alors, côté langage pur, cette fois, on va regarder il y a différentes façons de faire des boucles en PLSQL. Tout d'abord, il y a les simple loops, c'est-à-dire on dit loop and loop et en gros, on exécute en boucle ce qui est à l'intérieur. Et, donc on va exécuter en boucle ce qui est entre loop et end-loop. Et en gros, on va déterminer la condition de sortie. On peut le mettre à plusieurs endroits d'ailleurs, c'est pas à un seul endroit. Mais ici, on va mettre un test logique qui va faire qu'on va sortir de la boucle. Si on oublie de mettre ça, c'est la boucle infinie à l'exécution et il n'y a pas de problème à la compilation. Il y a les boucles while qui sont déjà un peu plus, que j'ai déjà un peu plus rencontré dans d'autres langages. C'est un bloc de code qui est exécuté tant que la condition accolée au while, elle est vraie. On peut ne jamais l'exécuter. Si la condition elle est vraie, si elle est fausse, pardon, à l'entrée, on l'exécute jamais. Et les boucles for, donc c'est pour exécuter un nombre fini de fois un bloc de code. Ici, il est possible d'utiliser une variable, même en entrée et en sortie, et également de parcourir à l'envers. Là, on va de 1 à 5, mais il est également possible de faire 5, 4, 3, 2, 1. Mais là où le PLSQL peut être intéressant, c'est qu'il est également possible de parcourir les données d'une requête avec une boucle. Donc par exemple, là, la syntaxe qu'on utilise, c'est for r, qui est une variable qui va être déclarée à l'intérieur du for, qui va être valable que pour le temps du for, in une requête, ou bien on peut utiliser un curseur, ça c'est selon votre préférence. Euh, ça dépend aussi de la situation, mais là, ce sera un curseur qu'il faudra déclarer, alors qu'ici, il n'y a rien à déclarer. Même la requête, on peut l'entrer directement ici. Et donc, on utilise derrière donc le loop and loop accolé au for et ce sera exécuté en boucle. Le bloc de code sera exécuté en boucle. On va regarder un exemple, par exemple. Euh, si là, je vais boucler sur la table employees. Donc là, j'utilise for r. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas déclaré de variable. In select étoile from employees. Et donc là, R, il va comporter toutes les colonnes. R, ça va être une variable composite qui va avoir comme attribut toutes les colonnes de la table employees. Donc là, derrière, je vais afficher le nom de tous les employés. Donc r.name, donc là, il y a une colonne name dans employees, r.lastname, il y a également lastname dans employees. Donc on va afficher un à un tous les salariés. Mais on peut faire ça d'une seconde manière avec un curseur. Donc là, je déclare un cursor is avec ma requête, c'est exactement la même que précédemment. Et donc derrière, je parcours le curseur de la même manière. C'est exactement la même chose. Après, par exemple, dans le premier cas, vous pouvez construire des requêtes dynamiquement aussi. Maintenant, on va regarder plus les structures de contrôle. Il y a deux façons de faire en PLSQL. La première, c'est plus classique des langages de programmation, c'est le if. Donc en PLSQL, on a if, else-if et else. Donc if, ça va être la structure de contrôle de départ, celle qui détermine qu'on fait un contrôle. Else-if, ça va être plus un contrôle alternatif qui n'est pas obligatoire. Et else, ça va être le cas par défaut. Donc, et qui n'est également pas obligatoire.
Donc là, si on regarde la syntaxe, donc if, ma condition, et après then, obligatoire. Il n'y a pas d'accolade comme d'autres langages pour parmi le pardon, après le if, le else if, jusqu'au end if, il n'y a pas d'accolade, hein, c'est juste les then et end if qui déterminent le début et la fin des blocs de code. Et donc les else if, on peut en avoir plusieurs, autant que nécessaire. Alors alors déjà un exemple. Donc on a une variable qui est égale à 15 et donc on va faire différents tests. Donc là, si c'est inférieur à 5, à 10, à 15, donc là, on voit que ça ne satisfait aucun de ces cas, donc on va aller dans le else, donc on va afficher très bonne note, tout simplement. Deuxième type de structure de contrôle, c'est les cases. Alors dans d'autres langages, ça existe également, les switch cases. C'est le même principe pour, euh, pour les simple cases. C'est-à-dire, dans le case, là, dans le premier cas, dans le simple case, on va tester les différentes valeurs que peut avoir une variable. Donc là, donc, on dit case ma variable, et donc when une valeur, then les instructions, et ainsi de suite. Le else, il n'est pas obligatoire, mais plutôt conseillé, parce que si le case ne va dans aucun cas, vous pouvez vous retrouver avec un case not found en exception. Donc, si vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux le mettre. Et, euh, et il y a également possibilité de faire donc dans les cases des search cases. Donc là, plutôt que tester les valeurs d'une variable, vous allez faire des tests logiques. Donc c'est par exemple A égale B, hein, c'est tout simplement ça. Vous mettez des tests logiques. Alors attention, par expérience, je vous le dis, c'est dès le premier test qui a été satisfait, on exécute ces instructions, puis après on sort du case. Donc si vous vous attendez à exécuter 2 cas à la fois, ça ne va pas être possible ici. Donc, premier exemple, là ça va être avec un simple case. Donc on va tester les différentes valeurs de ma note. Donc là, c'est égal à 10, donc c'est ni 0 ni 5, mais c'est bien 10. Donc on va sortir, on va exécuter cette instruction. Donc on va afficher moyenne et on sort, tout simplement. Là, on va faire la même chose, mais avec un search case, donc avec des tests logiques. Donc vous voyez bien que je mets case and case, mais pas de variable à côté. Donc là, mon test logique, ça va être de tester les valeurs de ma note. Donc on est à 10, donc ce test-là est faux, celui-là est faux, et celui-là est vrai. On est strictement inférieur à 15. Donc on va afficher moyen. Et comme vous pouvez voir, le test a été satisfait, on sort. La logique aurait voulu, que certains pourraient penser en tout cas que on doit également exécuter celui-là, mais comme je vous ai dit, donc le premier test satisfait fait qu'on sort derrière du case. Ensuite, dans quelque chose qui est assez intéressant dans PLSQL, c'est la gestion des erreurs. Euh, il peut y avoir plusieurs raisons qui font qu'au moment de l'exécution, vous avez des erreurs qui peuvent se produire. Donc vous pouvez gérer ces cas. Et PLSQL vous permet de capturer les erreurs Oracle qui se produisent grâce aux exceptions. Il y a différents types d'exceptions. Déjà, il y a les exceptions prédéfinies par Oracle, par exemple no data found, too many rows, et il y en a plein qui ont été définies par Oracle, mais pas toutes, parce qu'il y a énormément de types d'erreurs. Ce qui fait qu'on peut créer nos propres exceptions rattachées à des erreurs Aura qui ont été définies par Oracle. Il est même possible de générer des exceptions sans qu'il y ait eu d'erreur Oracle, si on estime qu'on est dans un cas pas normal. Et pour cela, on peut utiliser une commande qui s'appelle raise application error, qui permet de générer une erreur Oracle avec un code qui est défini entre 20 000 et 20 999. Cette plage d'erreurs Oracle, elle est réservée pour les développeurs, vraiment pour cette occasion. On va voir juste un exemple avec une exception prédéfinie. Donc je déclare une variable qui, qui va recevoir le résultat de cette requête, et cet employé n'existe pas. Et derrière, donc, je souhaite afficher le nom de cet employé. Donc, comme je vous ai dit, cet employé n'existe pas, et au début, je vous disais que le select into, il faut renvoyer un et un résultat. Le problème, c'est qu'il y en a 0. Donc, on se retrouve avec un no data found. Donc là, je dis exception, when no data found. Donc là, c'est l'exception que je souhaite traiter. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Donc, je dis
l'employé n'existe pas. Et donc à l'exécution, j'ai bien l'employé n'existe pas. On n'a pas affiché le nom d'un employé qui n'existe pas. Donc en complément, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec exception? C'est on peut gérer plusieurs exceptions, ce qui est, ce qui est pas mal. On ne se cantonne pas qu'à une seule exception. D Mais PLSQL ne va nous permettre de n'en traiter qu'une seule. Bon après, logiquement, on nous remonte qu'une seule erreur à la fois. Alors, si on ne connaît pas l'exhaustivité des erreurs qu'on peut avoir, on ne sait pas forcément tout ce qui peut se passer à l'exécution, il y a l'exception others qui permet de traiter toutes les exceptions qui n'ont pas été capturées auparavant. On peut même utiliser others tout seul. C'est si ça veut dire que dans ce cas-là, on traite toutes les exceptions de la même manière. Si on traite plusieurs exceptions avant, others doit être placé en dernier. Si vous ne le faites pas, de toute façon à la compilation, ça ne marchera pas. Alors ensuite, si on tombe dans une exception, Oracle, fournit 2 fonctions qui permettent d'avoir des informations supplémentaires. SQL code, qui vous renvoie le code Oracle de l'erreur, le code Aura, et SQL, ERRM, error message, qui vous renvoie et le code Aura et le message qui va avec. Maintenant, on va regarder le SQL dynamique. Alors que il est possible de construire les requêtes dynamiquement. Hem, C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle requête dynamique? C'est une, requête qui va être connue qu'au moment de l'exécution. C'est-à-dire que si vous construisez une chaîne de caractères et derrière vous la faites exécuter, à la compilation, on ne sait pas qu'est-ce qui va être exécuté. C'est seulement au moment de l'exécution de la procédure du bloc anonyme qu'on saura exactement ce qu'il en est. Et il y a 2 façons de faire. Il y a, l'instruction execute immediate. Donc, là, c'est quelque chose que je vous recommande d'utiliser parce que ça peut satisfaire, allez 99 des cas. En tout cas, je me suis jamais dit, «Ah, j'ai besoin de DBMS SQL», qui est un petit peu plus compliqué à utiliser. Alors un petit exemple, là, j'ai un bloc anonyme. Je vais vous mettre 2 exemples. Le premier, ça va être l'exécution du même bloc anonyme, mais avec 2 valeurs différentes. Là, par exemple, là, j'ai ma variable table, donc j'ai mis, e-commercial 1. Donc là, ça va être une valeur qui va être entrée quand je vais exécuter ce code, on va me demander d'entrer une valeur. Donc là, ici, par exemple, j'ai mis test SQL dynamique. Cette table, elle existe. D'abord, on va regarder les instructions. Donc, execute immediate truncate table. Donc, truncate, c'est pour nettoyer, vider toutes les lignes d'une table. Et donc là, j'ai construit ma chaîne de caractères truncate table avec pipe pour dire que c'est concaténé à ma variable vtable. Comme vous pouvez voir, il ne faut pas mettre de point virgule à la fin. Et donc, une fois que j'aurai exécuté ça, derrière, je dis soit la table est nettoyée, soit on se retrouve avec une exception, avec une erreur, où on dit que la table n'existe pas. Donc, dans notre premier cas, la table, elle existe. Donc, on voit bien que on a le remplacement du e-commercial 1 par la valeur que j'ai entrée, et donc on a bien la table est nettoyée. Maintenant, je vais entrer le nom d'une table qui n'existe pas. Donc là, il fait bien le remplacement Toto, et là, on a bien une exception, car la table n'existe pas. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas eu d'erreur de compilation pour nous dire, on s'est retrouvé plutôt avec une erreur à l'exécution. Il faut vraiment être attentif à ça. Il faut se dire, il faut être, si vous créez une table dynamiquement, puis derrière vous mettez une requête statique qui reprend ce qui a été créé auparavant dynamiquement, ça ne marchera pas. C'est des cas qui me sont arrivés d'expérience. Donc voilà, tout ça c'est très bien. Mais PLSQL, qu'est-ce qu'on en fait après avec tout ça? Déjà, la chose la plus importante, ça va être de créer des programmes qui sont stockés en base de données. C'est quoi l'avantage de fonctionner comme ça? Déjà, ce code, il va être compilé qu'une seule fois. Vous le compilez, puis derrière, il reste en base de données, et tant que vous ne l'invalidez pas de diverses manières, il va rester compilé, et il n'y aura plus besoin de recompiler ce code. Quand vous l'exécuterez, il va s'exécuter sans vérification. Ensuite, vous pouvez partager ce code avec différents utilisateurs de la base de données. Et évidemment, c'est réutilisable à souhait, vu qu'il s'en souvient, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous le voulez. Alors déjà, quels sont tous ces programmes? Déjà, il y a les fonctions. La fonction, c'est un programme qui prend des paramètres
et le but, ça va être de calculer une, valeur et de le renvoyer à l'appelant. Si on regarde de plus près, vous pouvez utiliser déjà les fonctions dans des requêtes SQL. Vous le faites même peut-être sans le savoir si vous faites uniquement du SQL. Mais là, voilà, j'ai créé une fonction qui s'appelle fGetAge qui va retourner l'âge en fonction d'une date en entrée. Et donc là, je l'utilise dans une requête SQL. Donc là, vous voyez bien que ça renvoie, la fonction elle renvoie 35. Donc voilà, ça a pris en paramètre une date et ça a renvoyé une valeur. On peut également utiliser les fonctions pour attribuer des valeurs à une variable. Donc là, ma variable âge prend pour valeur le retour de la fonction. C'est la même chose, les deux, hein, elles font la même chose, mais ici, ça attribue la valeur à une variable. Et on voit bien que la fonction a bien retourné 35. Maintenant, on va parler des procédures. C'est quelque chose que d'ailleurs, au tout début, on ne saisit pas forcément la différence entre les fonctions et les procédures. Donc là, maintenant, on voit la différence. C'est la fonction, elle a pour but de calculer une valeur. La procédure, c'est un programme qui a pour but d'effectuer des actions. Il faut voir ça comme ça. Le but d'une procédure, c'est de faire des choses. Alors, comment ça s'appelle une procédure? Une procédure, ça va s'appeler via un appel direct dans un bloc PLSQL. Et vous ne pouvez pas affecter de valeur à une variable via une procédure avec l'opérateur égal. Mais vous pouvez le faire autrement. Donc là, j'ai trois variables, j'ai déclaré trois variables. Et donc là, je vais appeler la procédure PareseSalary. Donc là, je vais utiliser trois paramètres. Mais c'est là que les procédures, on peut faire des choses assez puissantes avec. C'est que en entrée, on lui donne ces deux valeurs. En entrée, je dis bien. Donc là, on va mettre 1 et 5. Et vSalary, dans cette procédure, ce paramètre-là, ça va être un paramètre de sortie. Donc, on va pouvoir modifier la valeur de cette variable grâce à cette procédure. Et si on regarde bien l'exécution, donc derrière, derrière, je vais afficher la valeur de salarié. Et si on regarde bien, ici, on n'a pas de valeur. Et au final, on a réussi à retourner une valeur quand même. On a récupéré une valeur qui a été calculée par la procédure. Donc là, on a 105 000. Alors, on ne peut évidemment pas appeler de procédure dans une requête SQL. Et tout à l'heure, j'ai oublié de vous préciser dans une fonction, et, si vous mettez des requêtes qui font des mises à jour de table, insert, update, delete, dans une fonction, vous ne pouvez pas non plus l'appeler dans une requête SQL. Et chose aussi importante, c'est quand vous exécutez une procédure qui fait des mises à jour de table et plein d'autres choses, de ne pas oublier le commit et le rollback, parce que parfois, vu que c'est une boîte noire, par exemple là, PRS Salary, on ne sait pas ce que ça fait et on n'a pas forcément envie de le savoir. N'oubliez pas de commit et de rollback, parce qu'à l'intérieur de ces procédures, on ne l'a pas forcément fait. Donc, vu que c'est une boîte noire, gardez le contrôle. Troisième type de programme qu'on peut créer, c'est un package. Le package, ça va être un programme qui va en regrouper d'autres, et d'autres programmes et d'autres éléments. Qu'est-ce que ça regroupe un package? Un package, ça regroupe des procédures et des fonctions. Ici, on va les appeler des sous-programmes. Ça peut également contenir des curseurs, des constantes et des variables et des types. Le package, il est composé de deux parties. Il y a une partie publique qu'on appelle package specification. Alors ici, on va déclarer dans les package specification, on va déclarer tout ce qui doit être accédé en dehors du package. Et on a la partie privée, qui est le package body. Ici, on va vraiment implémenter ce que font les programmes et sous-programmes, entre autres. Alors, dans le package specification, vous allez juste spécifier les en-têtes, c'est-à-dire vous allez dire telle fonction, j'ai une fonction comme dans mon package qui s'appelle comme ça et qui prend ça comme paramètre et qui retourne telle valeur, qui retourne tel type. Voilà, juste vous préciser ça. Vous ne donnez pas le code de la fonction dans un package specification, vous le faites dans le package body. Vous pouvez faire des packages qui ne contiennent qu'une spécification. Le package body n'est pas obligatoire. Par exemple, si vous voulez vous créer un package qui s'appelle math, par exemple, et vous définissez tout un tas de variables, phi, pi, par exemple, et ben vous pouvez le faire dans un package qui ne contient qu'une spécification. Quel est l'avantage de travailler avec les packages? Déjà, vous pouvez centraliser la gestion des programmes et enfin des sous-programmes. Imaginez, vous avez un package qui a une soixantaine de procédures
Et bah, si vous voulez donner l'accès à ces 60 procédures, et bah, vous pouvez le faire, vous donnez les droits au package. Alors que si vous devez les faire un par un, voilà, c'est déjà un peu plus long à faire. Et vous pouvez également utiliser avec les packages des variables. Les variables qui sont des packages, elles sont valables le long de la session. Après, il y a différentes options qui fait que, on peut faire et on peut effacer les valeurs des variables si on ne souhaite pas qu'elles persistent. Et également très important, c'est la surcharge des programmes. Vous pouvez déclarer 2 programmes qui ont exactement le même nom, par exemple 2 fonctions, là, le fgetAge par exemple. Vous pouvez le déclarer 2 fois, mais il faut qu'il y ait des différences dans les paramètres ou dans la valeur de sortie. Il faut qu'il y ait des différences. Il ne faut pas que ce soit exactement les mêmes. Mais vous pouvez leur donner exactement le même nom. D'ailleurs, sans le savoir, vous le faites par exemple avec Toucar. Par exemple, vous avez Toucar en entrée, qui prend en entrée un nombre ou une date. C'est le package standard qui a été surchargé. Enfin, les programmes du package standard. Donc, les programmes qu'on a, les programmes et sous-programmes, les variables, tout ça, on les utilise exactement de la même manière que dans la version standalone. C'est-à-dire pour une fonction, on peut l'utiliser pour affecter la valeur à une variable dans une requête SQL. Pour une procédure, un type, une variable, un curseur, vous pouvez l'utiliser dans un bloc PLSQL. Et par contre, la condition, c'est que l'élément doit être public si vous voulez l'appeler. Et donc pour cela, la syntaxe à employer, c'est non-package.non-élément et éventuellement même avant, le nom du user à qui appartient le package. Alors j'ai mis une petite étoile ici, mais je vous en ai déjà parlé auparavant. On reviendra après. Mais si vous voulez appeler l'élément d'un package et que c'est au sein du même package, vous n'êtes même pas obligé de préciser le nom du package. Vous pouvez directement appeler le nom de l'élément. Donc, pour revenir là-dessus, pour le package standard, par exemple tocar toDate, comme vous l'avez peut-être déjà fait, vous n'avez jamais marqué standard.tocar. Vous marquez juste tocar. Bah, c'est le seul package où vous n'avez pas besoin de préciser le nom du package. Donc petit exemple avec la fonction fGetEmployee. Donc là, comme vous pouvez le voir dans ma requête SQL, je l'ai appelé de manière tout à fait classique. C'est juste donc j'ai marqué le nom du package, point le nom de la fonction. Et donc là, on voit bien que ça me retourne le résultat de ma fonction. Dernier programme qu'on va voir, c'est les triggers. C'est quelque chose d'assez puissant. Faut se dire que c'est un programme qui s'exécute de manière conditionnelle et uniquement conditionnelle. Vous ne pouvez pas dire je veux exécuter un trigger. Euh, alors, par quoi est défini un trigger? Déjà, le trigger est défini par un élément. Comme je vous l'ai dit, c'est conditionnel, donc qui dit condition dit événement. Et donc là, ça peut être un update, un delete, insert, create, par exemple. Un timing, donc soit avant l'événement, soit après l'événement, et sa répétition. Donc pour les triggers applicatifs, ça va être soit une fois on va l'exécuter à chaque ligne, soit on va l'exécuter une fois pour la requête qui a déclenché cet événement. Donc vous avez deux types de triggers, les triggers applicatifs qui vont être sur les requêtes DML, les insert, update, delete. Alors avec les triggers applicatifs, vous avez moyen de récupérer les valeurs avant et pardon, vous avez moyen de récupérer les valeurs, oui, qui étaient là avant modification et vous avez même moyen de modifier la valeur si on dit update set, ma colonne égale Toto et ben vous pouvez changer Toto et mettre une autre valeur que vous souhaitez dans le trigger. Et il est également possible de créer des triggers, sur des vues. En fait, ça paraît pas intuitif on se dit pas: «Ah, on va faire des inserts sur des vues». Et ben, en fait, grâce au trigger, vous pouvez également insérer des données dans des vues. En fait, c'est plus, on va dire qu'on va pouvoir répartir, par exemple, les données dans les tables qui sont impactées par la vue. Et vous avez donc, après les triggers applicatifs, les triggers système. Ceux-là, ils se déclenchent sur des événements qui ont lieu sur la base de données. Par exemple, des requêtes de type DDL, on démarre la base, on se connecte à la base. On va avoir des exemples. Donc là, je vais exécuter ces 3 requêtes. Un insert, on va créer un employé, un update qui va en mettre à jour 2 et un delete. Donc voilà ce qu'on a dans notre table d'audit. Donc là,
on a cette première ligne qui va s'afficher après l'exécution de cette requête. Hop, on a cette requête, on a ces 2 lignes qui vont s'afficher après, l'update. Pardon, excusez-moi. Donc, ces 2 requêtes, ces 2 lignes qui vont s'afficher après l'exécution de cette requête. Donc on voit bien que, on a mis upper de name, mais au lieu d'avoir des uppers, on se retrouve avec ajout. J'ai bien modifié la valeur qui va être insérée en base de données. Et donc après derrière delete qui va on voit la ligne qui a été supprimée. Donc là, on a fait un before. On a mis un trigger qui fait before insert delete update. Donc voilà pour le delete. Hop. Donc on va se connecter à la base de données. On va voir ce que ça donne au niveau de la table d'audit. Donc là pareil, je me suis connecté à la base de données, donc on voit bien que on a bien pu capturer cet événement et insérer dans une table d'audit. C'est tout simplement ça. Mais après, on peut le faire donc pour les créations de tables, on peut, grâce au trigger, on peut empêcher un user de se connecter à la base à certaines plages horaires, par exemple. Il y a plein de possibilités. Alors PSQL, voilà, on fait tout ça, mais pourquoi on le fait? Quelle est la finalité de tout ça? Déjà, on va centraliser le code dans la base de données. Comme ça, c'est pour exécuter une même action, les différents users vont pouvoir faire appel aux mêmes procédures et donc la même action va être exécutée de manière identique. C'est vraiment centraliser le code. On peut aussi automatiser des tâches récurrentes. Imaginez-vous que pour créer un employé, au lieu de d'exécuter manuellement des inserts qui va faire des contrôles, enfin, il faut faire des contrôles, donc c'est à vous de contrôler manuellement. Voilà, imaginez-vous ça, et ben vous vous dites voilà, j'ai une procédure qui existe déjà en base, je lui entre les paramètres, et après la procédure elle-même fera les contrôles, tout ça. Voilà, on peut automatiser cette tâche-là. Donc ensuite, ça va être toute la création et la gestion d'applications. Donc, vous pouvez, par exemple, une IHM peut récupérer un curseur de données qui lui est envoyé par une procédure. On peut également faire ça. Vous pouvez avoir un ETL, c'est-à-dire que vous insérez des données, il y a un fichier qui est inséré en base, et derrière, vous avez des procédures qui vont effectuer des contrôles et qui vont insérer ça dans des tables dites finales. Vous pouvez donc, comme on a vu dernièrement avec les triggers, vous pouvez auditer la base et aussi l'administrer. Donc vérifier les données avant insertion et faire tout un tas de contrôles. Donc contrôler les événements sur la base de données. Et enfin, utiliser les outils d'administration et aussi les outils de calcul de statistiques, par exemple, qui sont des procédures PLSQL. Donc voilà pour cette présentation.